Pour l'instant, 9 cas d'une variante en France. Ils sont répartis sur 5 départements. Et seule la Bretagne, pour l'instant, toutes ces personnes sont à la mise qui a été découvert sur l'île de la Réunion. Un variant que craint le gouvernement. Je vous texte a annoncé la tenue lundi en fin de matinée d'un nouveau conseil de défense sanitaire analysé. Objectif pour s'il y a lieu à prendre des mesures supplémentaires. Cette cinquième vague est particulièrement forte et la situation préoccupante. Enfin, sur le sujet du Covid, 17 personnes sont suspectées à ce stade d'avoir contracté le Omicron après un repas de Noël. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver ce vendredi 3 décembre pour ce troisième séminaire international qui questionne la notion des proximités et qui associe les PFL de Lausanne avec Vincent Kaufmann qui est présent, qui associe l'ENSA de Toulouse avec Luc Guzinski qui se joindra plus tard, Matteo Colleoni de l'Université Milano Bicocca et toute notre équipe de l'IAE de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après Michel Grossetti en octobre et Claire Pelgrims vendredi dernier, nous recevons aujourd'hui un intervenant exceptionnel pour cette troisième édition, Patrick Bouchain. Patrick Bouchain, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je rappelle que vous êtes architecte, urbaniste, vous êtes maître d'œuvre et scénographe et vous avez constitué l'agence Constructive. Vous êtes un pionnier du réaménagement de lieux industriels en espaces culturels et vous avez axé votre activité sur les arts du spectacle, la mobilité et l'éphémère. Vous avez contribué avec de nombreux artistes comme Daniel Buren, comme Sarkis, comme Bartabas. Et en tant qu'architecte, on vous doit l'aménagement du centre culturel Le Magasin à Grenoble en 1985, le théâtre Zingaro à Aubervilliers en 1988, le lieu unique à Nantes dans les anciennes usines LU en 2000, le Musée international des arts modestes à Sète en 2000 également, l'Académie Fratellini à Saint-Denis en 2002 et la reconversion de la condition publique à Roubaix en 2003. Et on avait aussi noté le Channel, la scène nationale de Calais en 2005 dans les anciens abattoirs. Vous êtes foncièrement anticonformiste et avec l'agence Construire que vous avez fondée avec Loïc, Julienne et Nicole Concordet, vous parlez d'architecture HQH pour haute qualité humaine. Et ce que vous aimez, c'est développer des chantiers ouverts au public, des véritables actes culturels avec une remise en question permanente de la norme. Après 2009, vous orientez votre activité vers l'application de ces expériences pour proposer des manières alternatives de produire de l'habitat social, notamment à travers un projet intitulé « Le Grand Ensemble » dans plusieurs villes, Boulogne-sur-Mer, Tourcoing, Beaumont. Vous avez toujours considéré la transmission comme indissociable de votre pratique. C'est pour ça qu'en 2010, vous créez l'Université Foraine, dont l'objectif est de former des étudiants et des élus à mener des opérations constructives hors des sentiers battus. En 2018, avec la Preuve par neuf, vous développez des projets sur des sites d'échelle variées comme le village, le bourg, la ville, la banlieue ou la métropole. Vous êtes Grand Prix de l'urbanisme depuis 2019. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons donné carte blanche pour cette session sur ce thème des proximités qui nous anime et que nous regardons sous plusieurs angles. C'est l'urbaniste anticonformiste et l'homme que nous recevons. Donc, vous allez nous parler de proximité avec la vie et de permanence dans la proximité autour de votre pratique singulière de l'urbanisme. Vous allez partager vos réflexions et vos travaux pendant 45 minutes. Matteo Colleoni nous a rejoints et ensuite, via les questions que les participants peuvent poser sur le chat, dans les différents channels, on remontera des questions et on continuera la conversation. À vous, Patrick Bouchain. Écoutez, merci. Voilà, ça paraît être loin dans le temps pour les rappels que vous avez faits sur mes actions. Et en effet, ça peut paraître, on peut dire, paradoxal ou inattendu que, commençant par l'architecture, j'ai été plutôt concerné par la réparation. C'est-à-dire que je n'ai pas considéré mon métier comme étant un métier de construction et de création ex nihilo, mais de réparation. Et c'est pour ça que j'ai abordé peut-être cette pratique par la culture, puisque les gens de culture avaient en général un désir ou une demande assez claire sur les lieux qu'il leur fallait pour produire une œuvre, que ce soit donc une pièce de théâtre, un concert ou éventuellement un spectacle de cirque, de théâtre équestre, comme pour Zingaro. Et j'ai donc été plutôt un assistant de créateurs qui avaient donc une volonté très claire de prendre leur place dans la ville et en même temps d'avoir un lieu qui leur était propre.
C'est-à-dire, dans ces années-là, beaucoup de créateurs considéraient que l'architecture influençait terriblement la création et que peut-être il leur fallait un lieu de travail et étant dans un lieu de travail, ils pouvaient produire une œuvre et la montrer dans le lieu de travail. C'est comme ça que j'ai un jour compris le temps long, c'est ce qu'on appelle la permanence artistique, le non prévu, puisque l'œuvre est inattendue, l'œuvre est expérimentale, et éventuellement le temps long au sens nécessaire pour produire une œuvre. C'est-à-dire qu'on disait toujours il faut 1000 heures de répétition pour 1 heure de représentation. Et très souvent, on ne voit dans la culture que la représentation, qui elle-même, quand elle arrive dans le lieu de représentation, elle est déconnectée du contexte dans lequel elle a été produite. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, avec des gens qui n'avaient pas d'argent, des gens qui avaient une volonté de créer un lieu spécifique, voire un lieu peut-être éphémère, qui n'était produit ou, disons, occupé ou aménagé ou approprié pour une œuvre, qui était donc toujours tourné autour du travail, voire autour de la permanence qui obligeait d'y habiter, donc de relier travail et logement, et ensuite d'inviter un public à venir voir ce que c'est qu'un contexte total dans lequel une œuvre est produite. Et donc, c'est presque ouvrir son atelier. Alors, du coup, j'avais décidé de ne jamais faire mon métier et d'être donc un assistant constructeur, un assistant réparateur ou éventuellement un modérateur. Et quelquefois, cette volonté d'indépendance, cette volonté d'aborder un métier qui ne leur était pas attribué, vous voyez, à réaménager, construire et tout. J'étais donc des fois un médiateur ou un modérateur pour permettre que leur volonté puisse rencontrer la technique ou éventuellement la représentation politique, puisque rien, on pourrait dire, ne se fait sans une autorisation politique et rien ne se fait sans une validation technique. Donc, on pourrait dire sans m'en rendre compte, j'ai donc été tout le temps la personne qui reliait. Et cette proximité dans la relation des choses qui sont dans notre société complètement séparées, eh bien, abordait aussi bien un problème pas de protection incendie, d'accessibilité handicapée, de stabilité d'un ouvrage, d'une acoustique qui devait donc être capable d'accepter l'œuvre, comme de ne pas gêner, disons, des habitants qui étaient proches de cette occupation. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à l'appeler haute qualité humaine, parce que c'était le moment où plein de labels arrivaient, et comme si voilà, la haute qualité environnementale ne traitait que l'environnement, au sens technique du terme, et qu'on oubliait donc dans la qualité de l'environnement ou dans l'amélioration de la qualité de l'environnement tout ce qui est le social et éventuellement tout ce qui relève de la culture, parce que vous l'avez sûrement vu, c'est assez drôle, l'écologie produit une esthétique assez moche. On pourrait dire que dès qu'il y a voilà, une revendication écologique, elle est essentiellement technique et elle produit donc un objet pauvre et un objet qui d'ailleurs ne porte pas le sens de ce que c'est que de porter attention à l'environnement. Alors du coup, je me suis dit peut-être que la haute qualité humaine, c'est ce qui produirait donc une haute qualité environnementale, et cette haute qualité humaine, elle touche aussi le travail du plus modeste, parce que, bon, en effet, il y a l'artiste qui a peut-être la chance, et qui des fois est dans la précarité, il a la chance d'avoir la liberté de produire l'œuvre qu'il a imaginée, alors que pour quelqu'un qui construit, quelqu'un qui réalise cet objet, il y a une négligence du travail intellectuel et manuel. Il n'y a pas que le travail manuel. Et donc, je me suis dit, il faudrait réintroduire cette haute qualité humaine qui permettra que tout acte soit rattaché à son acte voisin ou à l'acte précédent, disons, influençant terriblement l'acte suivant. Donc, qui fait quelque chose, qui, laissant une chose, permet à l'autre de prendre la suite. Et donc, cette chaîne complète qui fait que chacun est à sa place, il n'y a pas de rejet de l'auteur, mais il y a des petits auteurs et des grands auteurs, et il y a peut-être des auteurs qui dirigent
par leur autorité une multitude de petits auteurs, mais il y a des petits auteurs. Et un homme politique est un auteur, un homme politique est un habitant, un travailleur est un habitant et un auteur, et un artiste est un habitant et un auteur. Donc je ne supporte pas ces séparations. On fait de la participation en s'adressant aux habitants. Ce sont les élus qui réunissent les habitants, ce sont les associations qui provoquent éventuellement que l'élu écoute les habitants, mais tout ça est une fumisterie, puisque, en fin de compte, c'est juste pour parler, c'est éventuellement pour désamorcer un conflit, qui d'ailleurs n'est fait que de le reproduire pour plus loin, parce qu'il y a une insatisfaction dans la consultation telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui repousse soit le conflit plus loin, soit le cache, et donc il ressurgira avec beaucoup de violence, soit éventuellement il démotive. Voilà, donc on a une société qui ne cesse de râler et qui ne veut plus rien faire, non pas parce qu'elle est pas courageuse, c'est parce qu'on l'empêche de faire. C'est-à-dire qu'il y a un climat de défiance à l'égard de toute personne qui veut faire. Et donc la HQH a pour objet de rétablir la confiance et de rétablir donc la parole de chacun. Alors, en effet, c'est pas de l'urbanisme, on va dire, c'est un travail social, c'est un travail politique, vous voyez, c'est un travail, je sais pas, qui peut apparaître comme mineur. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour faire passer cette idée que c'était majeur et que peut-être la ville pouvait se faire comme ça, que l'enseignement pouvait s'ouvrir et que, voilà, peut-être dehors, un objet ou une question tente de réunir des gens. C'est-à-dire qu'on ne les réunit pas en disant tous ensemble, il faut faire tous ensemble s'il n'y a aucun acte qui permet à quelques-uns de cet ensemble de démontrer qu'ils peuvent nourrir l'ensemble. Alors, je me suis d'abord dit, de faire une école que je n'ai pas eue, parce que j'ai quand même appris tout ça sur le terrain. J'ai échoué, parce que voilà, dès que j'ai créé une institution apparemment différente, elle est redevenue une institution. Donc j'ai créé une école de design qui s'appelle l'école de création industrielle, avec Jean Prouvé et Charlotte Perriand. Et au bout de 3 ans, toutes les tares, tous les comportements, voilà, tout ce qui fait que tout se replie sur un corps enseignant, replié sur un corps étudiant, et qui lui-même est coupé de la vie, ne me convenait pas. Donc j'ai quitté cette école, elle existe toujours. C'est une école dans laquelle on n'enseignait pas, mais où les étudiants devaient trouver eux-mêmes le sujet qui allait leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils rentraient. Je pensais, si vous voulez, que, en effet, le savoir existe, mais faut-il encore donner l'envie d'acquérir ce savoir. Il ne faut pas l'acquérir pour quantifier un grand nombre de choses, de savoir spécifique, si vous voulez. Il faut peut-être avoir une question et par cette question avoir une curiosité. Et à ce moment-là, le savoir spécifique vient sur la question et peut-être une multitude de savoirs spécifiques se concentrent sur la question qu'un étudiant se pose et éventuellement, voilà, disons, la transversalité des savoirs se fait sur l'objet et non pas après avoir tout appris. Et ayant tout appris, on peut faire la synthèse de tout ce qu'on a appris quand on a une question qui se présente à vous. Bon, voilà, j'ai fait un échec vraiment spectaculaire au niveau de l'enseignement. D'ailleurs, comme ça, vous ne l'avez pas noté, c'est bien. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur l'enseignement. Et ensuite, je me suis dit, si ça ne marche pas, je vais faire une école du dehors. C'est-à-dire que je vais faire une école, non pas qui n'aurait pas de lieu, mais qui aurait donc un sujet et un objet posé sur un territoire qui n'est pas le territoire de l'école, et éventuellement, ce territoire sera le territoire de la réalisation de quelque chose. C'est vous voyez, on enseigne sur le projet, mais là, on enseigne sur un projet réel, pas fictif, mais au travers d'un projet réel, il y a des questions théoriques qui se posent. Ce n'est pas, vous voyez, une action, dire, puisque je ne peux rien faire, avec mon couteau et mon marteau, je peux faire quelque chose. Donc, c'est un terrain qui s'ouvre à la connaissance par la question que ce terrain pose, et il réunit de fait, de manière positive, un groupe d'individus qui viennent de tout endroit, la proximité, un habitant, un élu,
un technicien de ville, éventuellement un étranger de passage, et peut-être quelqu'un de la société civile, comme on dit, qui voudrait, dans l'intérêt général, passer à l'acte de faire quelque chose. Donc j'ai inventé ce qu'on appelle l'université foraine, qui n'est pas une université pour rattraper ce que vous n'avez pas appris parce que vous n'êtes pas allé à l'université, ce que sont les universités populaires, car c'est en fin de compte presque montrer que, ayant échoué, n'ayant pas pu aller à l'université au moment de la retraite ou je ne sais pas quoi, on accède à un savoir, mais c'est un savoir académique et qui éventuellement crée une barrière encore plus grande parce que voilà, vous dites quel dommage que je ne l'ai pas appris plus tôt et quel dommage d'ailleurs que voilà, je ne puisse plus agir, je suis déconnecté de la société. Donc c'était au contraire un savoir concret qui allait permettre de poser énormément de questions, mais aussi bien des questions de santé que des questions de droit ou des questions de construction. Alors, cette université foraine, il fallait qu'elle ait des objets, et j'ai commencé à me rendre compte que les objets, eh ben, ils sont contextuels. Voilà, il n'y a pas d'objets, il y a des socles qu'on retrouve, des questions qu'on retrouve sur tous les objets, mais la plupart du temps, quand même, les objets sont contextuels. Alors, j'ai commencé à me dire, il faut que j'en ai plusieurs, il faut que j'ai des universités foraines qui s'installent donc sur le territoire, là où il y a des questions, et là où, en effet, on pourrait vérifier que soit l'échelle, soit le contexte, soit le groupe qui veut répondre à cette question est très influent sur la chose à produire. Et c'est comme ça qu'est arrivée la preuve par 7, et non pas par 9, comme volontairement il y avait cette, voilà, de dire les 7 jours de la semaine, donc il y a une preuve par 7, et on a cherché donc quelles étaient les 7 échelles les plus différentes qui peuvent exister dans l'aménagement. Donc là, vous l'avez dit, on est parti de la plus petite échelle qui, en France, est la commune, donc ce que j'ai appelé le 1/36 millième, il y a à peu près 36 000 communes. Donc la plus petite unité démocratique, c'est 50 habitants. En dessous de 50 habitants, il n'y a pas la diversité d'opinions et disons la diversité même des compositions sociales et culturelles des gens pour créer une communauté élue. Et donc, on a pris la plus petite et on a pris la plus grande, qui quand même c'est particulière à la France d'échelle, qui est le département d'outre-mer. La France n'a plus de colonies, mais elle a des départements qui sont donc ultramarins, comme on dit maintenant, et ces départements donc sont soumis à la loi générale de la République française, bien que l'application de la loi est impossible dans certains départements français, puisque par exemple à Mayotte, la propriété n'existe pas. Donc c'est une grande tradition. La propriété du sol n'existe pas. Donc nous, en France ou en Europe, on commence à se poser la question, pour des raisons écologiques, est-ce que la propriété du sol est une propriété commune? Et eux, c'est une tradition donc ancienne, il n'y a jamais de propriété du sol. Donc pourquoi, éventuellement, on ne pourrait pas considérer qu'un département français a une disposition très particulière, il n'y a pas de propriété du sol. Peut-être que cette absence de propriété du sol est une chance pour les Mahorais et éventuellement une chance pour la France d'avoir un laboratoire en vraie grandeur, là où elle doit construire des logements sociaux, des équipements, alors que la propriété du sol n'existe pas. Et non pas de dire, ah là, il y a une pauvreté et tout, ou de dire, on étudie les sociétés primitives pour savoir comment on vivait. Là, on a une société, non pas primitive au sens archaïque, mais une société réelle qui a un droit coutumier réel, qui est que la propriété du sol n'existe pas. Alors, j'ai pris les deux extrêmes, le village et le département d'outre-mer, et entre les deux, j'ai calé tout ce qui peut exister dans les échelles, le village, le bourg, la métropole de taille humaine, la commune de banlieue, qui, elle, est complètement mêlée à des grands ensembles qui l'empêchent d'exercer son pouvoir démocratique. Et donc, en Grand Paris, par exemple, jamais on ne parle des communes, on parle toujours d'un Grand Paris qui engloberait même pas des arrondissements. Vous voyez, comme quand Paris s'est fait, il y a des communes qui ont été intégrées, mais on a refait des sous-ensembles dans la commune principale par des arrondissements qui avaient une autonomie qu'on est en train de retirer en ce moment. Alors, faisant comme ça, je me suis dit, je vais faire
7 écoles de terrain à 7 échelles différentes, avec quelquefois les mêmes questions ou quelquefois des questions très différentes, et de voir si tout ça ne pourrait pas faire un monde plus curieux de la situation dans laquelle on est, et peut-être un monde plus positif, en considérant que on peut agir, contrairement à ce qu'on croit. On est en démocratie, pas du tout, comme le pensent certains, dans des dictatures. Il faut aller vivre dans une dictature pour savoir ce que c'est. D'ailleurs, on ne pourrait même pas le dire quand on vit en dictature, dans une dictature. Et donc, on est en démocratie, la liberté de s'associer, la liberté d'entreprendre est réelle. Et donc, peut-être que c'est un blocage mental ou un blocage qui est de la faute des partis politiques qui considèrent que voilà, un citoyen ou un groupe de citoyens ne peut pas recevoir une délégation pour agir et former les gens et en même temps peut-être agir et produire un élément un élément constituant la vie. Alors c'est comme ça qu'en effet, au bout de 45 ans, il y a quelqu'un qui a commencé à dire « mais ce qu'il fait, c'est une pratique critique ». Je n'avais pas remarqué. Je pensais, moi je le faisais vraiment spontanément. Et après, il y a des gens qui ont dit, mais en fin de compte, ce que tu fais, non seulement c'est critique, mais voilà, c'est global. Et peut-être que c'est plus que de l'architecture. Et c'est pas, comme tu le dis, rien, du social et autres. C'est peut-être de l'urbanisme. Hein, c'est ça qui est assez drôle. C'est que peut-être que l'urbanisme, justement, c'est cet ensemble de choses. L'urbanité, c'est même dans un petit village, c'est de l'urbanité. Il y a pas, c'est pas les mégalopoles qui ont droit à parler d'urbanisme. Dès qu'un groupe, autre qu'un groupe familial, se réunit, il y a un début voilà, d'urbanité. Et donc, c'est l'urbanité. Et c'est comme ça donc, que j'ai eu le Grand Prix d'urbanisme. En général, j'accepte aucun honneur, parce que j'aime pas trop. Mais là, je trouvais qu'à la fin d'une vie, c'était presque un diplôme de fin de vie. Vous voyez, on pourrait d'ailleurs donner les diplômes qu'à la fin des vies. On pourrait juger les gens sur ce qu'ils ont fait et dire, voilà, vous avez le droit à. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Et c'est vrai que ça m'a donné d'un seul coup une autorité de parole dans des milieux pour lesquels j'étais considéré comme à part ou comme atypique ou comme. Et donc, c'était toujours iconoclaste, et ainsi de suite. Et ce qui paraissait être à la marge de mon action s'est avéré comme étant au centre du sujet tel qu'il est traité aujourd'hui. Voilà, alors donc, il ne me reste pas beaucoup de temps pour disons, l'expérimenter, et j'ai donc pensé que c'était le moment peut-être de faire une école et de dire, je vais en faire une école du dehors, je vais en faire un lieu de transmission, et pour qu'on transmette, il faut avoir documenté. Donc, on va peut-être se mettre à documenter tout ce que j'ai fait et tout ce que d'autres ont fait, parce que du coup, je rencontre des gens qui ont fait la même chose que moi, mais qui se considèrent comme isolés. Donc, on va se compter. On va donc mettre peut-être sur une sorte de banque comme ça, gratuite, qui permettrait à toute personne d'accéder aux exemples, au cas, réintroduire la casuistique. Voilà, c'est le cas qui produit la loi, et le cas, c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose. Et donc, on va donc transmettre, documenter avant, et peut-être on va mieux regarder ce que l'on a expérimenté. Donc, les 3 axes qu'on se donne pour la preuve par 7, c'est maintenir nos activités sur les territoires, relier des cousins et des cousines, comme on dit, peut-être de gens qui font la même chose que nous, qui n'osent pas faire la même chose que nous, mais qui sont à 2 doigts de le faire. Donc, élargir ce mouvement et ensuite faire une sorte d'essaimage pour que ce que l'on fait ait la propriété de tous. Alors, donc, on est financé par le ministère de la Culture et le ministère de la Cohésion des Territoires, comme maintenant de transition écologique. C'est donc la première fois d'ailleurs que ces 2 ministères soutiennent une même opération, parce qu'un morceau de l'architecture se trouve à la culture, l'enseignement de l'architecture, la conservation du patrimoine, et de l'autre côté, vous avez donc tout le logement, le paysage qui se trouve dans un autre ministère, et on y a mis la Fondation de France, parce que ça fait longtemps que je travaille avec eux, et la Fondation de France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une banque, voilà,
qui donne, c'est en même temps un collectif de bénévoles et de gens qui sont peut-être rejetés par tous parce que ce qu'ils font sur le terrain ne correspond pas aux cases que l'État central met en place. Et donc, il y a beaucoup d'associations qui, pour exercer leur travail social, se tournent vers des fondations sous égide de la Fondation de France pour avoir les quelques subsides, mais il leur manque en effet l'encadrement. Et donc, d'avoir mis la Fondation de France comme troisième pied, on pourrait dire, qui pour moi est de droit privé. D'ailleurs, c'est la première fois parce que normalement, la Fondation de France ne vient pas pour soutenir les politiques publiques. Et donc, j'ai commencé à expliquer que justement, c'est pour non pas qu'elle finance les politiques publiques, mais c'est pour que la politique publique voit ce que le terrain civil réalise grâce à de l'argent privé. Et c'est quand même un mécénat, celui-là, qui est loin d'être un mécénat spéculatif. Ce n'est pas pour créer des fondations d'art contemporain. Et donc, c'est quand même des fondations qui soutiennent la santé, la petite enfance, je ne sais pas quoi, la violence et autres. Donc, voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas qu'un mécénat de spéculation. Voilà. Alors, j'ai un peu donc survolé vite, parce que comme ça permet d'avoir une discussion. Pourquoi je ne montre pas d'image? C'est parce que je pense que les images trompent. Voilà, donc les images, moi, mon architecture ou l'urbanisme que nous faisons, il est un inattendu. C'est-à-dire il produit une forme, contrairement à ce que certains disent, et justement, il produit une forme que toutes les choses que l'on fait aujourd'hui ne produisent plus. Le social ne produit plus de forme. Donc, il suffit de lire le sociologue Lefebvre. Le social produit une forme. Il y a quelque chose. Le populaire produit une culture, et le savant est l'exception dans le populaire, et la forme peut-être de l'œuvre vient par exception, par inattendu, dans une production très générale. Et donc, je ne montre pas de photos parce que c'est très souvent le catalogue. Et éventuellement, des fois, j'ai des photos avec moi pour dire, mais est-ce que vraiment vous pouvez nous montrer si ça produit une forme? Mais voilà, j'avais décidé que pour vous, je n'aurais pas de photos. Parce que je crois au récit, et je pense qu'à l'interprétation du récit a encore une force que des fois l'écrit et le dessin interdit à certaines personnes, considérant que voilà, ça dépasse leurs compétences ou leur compréhension, et donc il y a une distance. Alors que moi j'ai vu, quand je raconte des choses, je préfère les raconter 20 fois, 100 fois à des personnes très différentes, les choses se racontent entre elles, et peut-être que c'est à ce moment-là que les choses se relient, et non pas, c'est pas idéologique, quoi. C'est populaire. Voilà. Ah non, ah voilà. C'est bon. Voilà. Très bien, merci. Donc, je résiste à la tentation de montrer, d'aller sur votre site, de construire pour montrer des choses, mais on pourra toujours le faire ultérieurement. Montrez-en une. Quelle est celle que vous avez choisie? Alors, m'intéresse parce que c'est ça qui est assez drôle, c'est que quand j'ai commencé, si vous voulez, comme il y avait peu de choses, on montrait toujours les mêmes. Et puis après, comme il y a eu des choses très variées, suivant les personnalités. Ah oui, d'accord. Là, je suis tombée sur votre site, donc j'étais intéressée par l'université foraine ici. Ouais. D'accord, oui. C'est bien. Non, ça va. Voilà. Très bien. Mais je suis assez d'accord, et vous avez raconté beaucoup de choses passionnantes. Vincent, Mathéo, est-ce que vous voulez rebondir? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, je suis très heureux de participer à ce séminaire du cycle de rencontres sur la proximité, mais aussi merci à vous d'avoir proposé à mon université d'être l'un des promoteurs du cycle. Je suis professeur de sociologie urbaine
à l'Université de Milan Bicocca. Et je suis aussi ami de Luca Genzinski et ancien Kaufmann de l'université. Salut à vous. Et plaisir de vous connaître, Catherine, c'est la première fois. Et merci à notre relateur pour le contenu de votre proposition. Excusez-moi, mon français, ce n'est pas très bon. Ça va. C'est beaucoup de temps que je ne parle plus français. Alors, j'aimais beaucoup le contenu de votre présentation. Honnêtement, je ne connais pas le contenu spécifique de ce que vous avez montré. Et je voudrais bien visiter votre site pour découvrir vos contenus, l'université Forêt, j'ai bien compris. J'ai seulement une question pour commencer, si j'avais compris. Quand vous avez parlé de financement, de promoteurs de vos interventions, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez parlé de la culture, du ministère de la Culture. Et ma première question concerne parce que pas le ministère de l'Architecture des Bâtiments. Mais peut-être que je n'ai pas très bien compris. Et vous l'avez dit, peut-être. Non, je pense que d'abord, j'ai volontairement réuni culture et ministère de l'équipement, parce qu'en France, c'est la transition écologique, c'est le reste du ministère de l'équipement. La Fondation de France, parce qu'elle finance les opérations. Mais après, je n'ai pas mentionné ce que nous faisons beaucoup, c'est justement de lever de l'argent là où on ne la prend pas, au prétexte qu'elle est réservée à des spécialistes, chez les aménageurs, qu'ils soient publics ou privés. Mais donc, c'est de faire un travail préparatoire qui montre qu'on a la capacité, comme d'autres, d'aménager et de recevoir, comme d'autres, une délégation d'aménagement. Parce que en France, voilà, on a ce qu'on appelle un partenariat public-privé qui n'a été que pour déroger à la commande et qui a permis donc aux grands du BTP d'accéder à la commande publique. Et moi, je dis, on peut donc être, sans appartenir au BTP, être un producteur d'un morceau de la ville en utilisant les mêmes armes que le PPP, puisque le PPP, de toute façon, il est remboursé par la collectivité qui paye un loyer à la personne qui a construit. Alors, je ne vois pas pourquoi un petit collectif ne pourrait pas revendiquer d'être non pas un partenaire, mais d'être une forme de parlement public-privé. Et ce parlement donc, recevrait par délégation la réalisation d'un aménagement, d'un morceau de ville, peu importe, et il aurait le même droit d'emprunt au même taux, et ces emprunts seraient remboursés par le loyer que la collectivité lui paierait. Donc, on voit bien que là, dans le droit, on a des lois qui favorisent toujours les plus gros et dont nous, petits, nous pensons qu'elles ne sont pas pour nous. Et j'ai donc même pris des dispositions qui existent dans le droit européen, qui s'appelle le service d'intérêt général, le SIG, ou d'intérêt économique général, donc quand l'économie se met dedans. Et donc, j'avais le même droit qu'un privé, et j'ai pu aménager à Marseille 4,5 hectares dans le centre-ville, en étant moi-même promoteur, mais un promoteur social. J'étais une société coopérative qui était donc un SIEG, un service d'intérêt économique général, et qui pouvait recevoir donc des fonds publics et par délégation être un aménageur. Vous voyez, c'est ça que moi je voudrais démontrer, c'est qu'on ne peut pas tout le temps être dehors et considérer qu'on ne peut pas faire, qu'on nous empêche de faire. C'est parce qu'on ne connaît pas les rouages donc, de tout le système et du droit en particulier, et du système économique qui nous appartient au même titre que les autres, et nous avons même un droit supérieur aux autres de le faire, parce que nous, on le fait par désintéressement et non pas par, disons, manifestation spéculative. Donc, au contraire, l'argent, pour moi, c'est au cœur de toute action, le droit est au cœur de toute action, et la liberté est au centre de toutes ces actions. C'est une liberté déléguée et c'est une confiance rétablie. Merci, Patrick. J'ai une deuxième question, Catherine, si c'était possible. Quand vous avez montré, Catherine,
le site Oui. de... Oui? Oui. Donc, on a pu montrer, j'ai pu voir beaucoup d'œuvres de Patrick Bouchon. Et ma question est, est-ce que vous avez travaillé essentiellement en France ou dans les pays francophones et aussi dans des autres pays européens? Alors, je pense que il faut, on parle d'économie circulaire, on parle de Oui, proximité. Je pense il faut se réunir pour montrer mutuellement nos expériences. Mais je pense que voilà, j'avais envie de démontrer que je pouvais voyager par les idées qui circulaient, je pouvais voyager par les gens qui faisaient la même chose que moi et qui m'enrichissaient, par des cultures qui n'étaient pas la mienne, mais je voulais passer à l'acte dans ma langue et dans ma culture et dans mon pays et peut-être même dans une proximité géographique. Voilà, je suis contre les voyages, les déplacements inutiles et cette fuite en avant qui fait qu'on va toujours faire chez l'autre ce qu'on n'ose pas faire en bas de chez soi. Donc, je prenais comme principe qu'il fallait être le plus proche possible de ma condition de vie. Donc, j'ai travaillé avec les gens avec qui je vivais. Alors moi, je connais bien le Siam puisque j'ai travaillé à Aix-en-Provence il y a quelques années. Donc, ce projet me touche beaucoup. La notion d'architecte ou d'urbaniste, de créateur réparateur, c'est très intéressant. Je crois que c'est quelque chose qui nous intéresse dans cette recherche du sens des proximités et de ce qu'on peut faire chacun dans nos universités, dans nos équipes, sur nos sujets. Donc, j'ai noté ça en lien avec la confiance, recréer les conditions de la confiance qui sont très difficiles aujourd'hui. Vincent, tu veux peut-être… Oui, volontiers. Merci, merci Patrick pour cette très belle introduction. Moi, je me souviens t'avoir entendu il y a quelques années dans le cadre de la Villa Gilet à l'Opéra de Lyon. Là, on avait eu l'occasion d'échanger. Ça me revient en mémoire. Euh, Moi, j'aime beaucoup cette idée que l'architecture influence la création, cette idée qu'il faut 1000 heures de répétition pour une heure de représentation. Là, je reprends un peu des éléments de ce que tu as dit qui m'ont frappé en t'écoutant. J'aime beaucoup la formule haute qualité humaine. L'université foraine a un immense potentiel, me semble-t-il. J'aime beaucoup aussi ce travail que tu fais sur des petits collectifs, et notamment des collectifs villageois. Je trouve que dans nos domaines, on se focalise beaucoup, et sans doute beaucoup trop, sur les très grandes conurbations. C'est peut-être particulièrement le cas en France. Tu citais le Grand Paris. Voilà, quand on parle d'urbanisme, très vite on parle de Paris. Et puis on se retrouve finalement d'une certaine manière dans les arrondissements centraux. Et je pense qu'il faut vraiment lutter contre cette espèce de tropisme. À l'EPFL, on est d'ailleurs en train de développer toute une réflexion sur les petites villes, avec un regard d'urbaniste, mais aussi un regard de sciences sociales. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de réflexions qui sont menées sur les petites conurbations, que ce soit en termes urbanistiques, en termes architecturaux ou naturellement également en termes social. Moi, j'avais envie peut-être de te poser une question un petit peu générale par rapport à l'ambition de notre séminaire. Tu disais une chose qui m'intrigue. Tu disais que le social ne produit plus de forme. Et quelque part, avec le séminaire que l'on est en train de développer avec mes collègues sur les nouvelles proximités, on a peut-être l'espoir que le social pourrait refaire forme d'une certaine manière. Et que voilà, il est peut-être possible de retrouver de la proximité, non seulement dans des quartiers urbains centraux, c'est souvent quelque chose qui, dans le débat, c'est très présent en disant oui, mais vos histoires de proximité, je crois qu'on a perdu notre… je vais m'arrêter de parler, je crois qu'il n'est plus connecté, notre conférencier. Oui, effectivement, on l'a perdu.
le temps qu'on le retrouve, je finirai mon... J'espère que ce n'est pas la batterie de son téléphone. J'étais en train de chercher d'autres éléments. Quand on Google Patrick Bouchain, on tombe sur ça aussi, sur cette leçon inaugurale 2017, permis de faire, oui. Je vais essayer de l'appeler. Comme ça, on saura vite si... c'est les aléas du direct, on va dire. Surtout que ça ne s'invente pas, mais il est dans une zone éphémère, puisqu'il était dans une station-service, il était en route. Donc, ouais. Ouais, répondeur. Donc, ce ne serait pas impossible que soit il ait plus de batterie, plus de connexion. On va quand même encore attendre un petit peu. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Il y avait plutôt des commentaires sur pas mal d'expressions, notamment la notion de réparation, effectivement, des questions sur haute qualité humaine, ce que ça veut dire exactement. Et qu'il raconte un peu les projets, un peu plus les projets, notamment celui de les 7 échelles, la preuve par 7. Comment concrètement ça s'applique Comment ça va à Milan, Matteo? Ça va bien, oui. Ça va très bien. Oui, merci. Nous avons changé l'administration politique, mais c'est la même. Nous avons le même maire, nous avons changé quelques politiques, mais nous avons à peu près la même administration. C'est bien pour la continuation des politiques aussi sur la mobilité. Et sur la proximité aussi. On trouve ça aussi, l'entretien de Patrick Bouchain avec les confrères de Vincent Dutemps. Oui. Je ne serais pas étonné qu'il ait eu... Ce genre de choses, ça arrive quand le téléphone s'arrête, en fait. Donc, il faut juste lui laisser sans doute le temps de trouver
une prise, s'il y en a une, dans la station où il est. Et puis, ça devrait repartir. Mais... Parce qu'il était en voyage, oui. Oui, Oui, il était... oui. Oui, oui, j'ai compris. oui. Et il était sur son téléphone. Ah, oui, oui, j'ai vu. Il y a il y a un très bel entretien aussi entre Patrick Bouchain et sur France Culture cette année, juste avant le confinement, je crois. Enfin, plus tôt dans l'année 2021. Ça c'est de mars 2021. Je crois que c'est à peu près au même moment. Ah ben voilà. Ça remarche, ça y est. Il est revenu. On pensait que tu reviendrais. Non, mais j'ai entendu ta question. J'ai entendu ta question. Simplement, j'ai été coupé. Alors, tu en étais justement sur les petites échelles. Oui, ouais, tout à fait. Non, mais je peux la reprendre, comme ça on se relance. Tu disais, le social ne produit plus de forme. Et je te disais, peut-être que l'ambition précisément de notre séminaire sur les nouvelles proximités, c'est de se reposer cette question en se demandant si le social ne pouvait pas reprendre forme d'une certaine manière dans la proximité. Et du coup, moi, j'avais envie de te poser la question d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on on a largement perdu la proximité dans les modes de vie. Nos modes de vie sont tendus par la vitesse des moyens de transport. Nos vies sont éclatées entre des lieux souvent extrêmement éloignés les uns des autres. La communication à distance et les objets connectés en ont repassé une couche, pas gratuitement par contre, manifestement. Et donc, voilà, comment retrouver des formes de proximité dans ce contexte? On a beaucoup travaillé, Carlos Moreno travaille beaucoup autour de la question de la ville au quart d'heure. On peut aussi parler de la vie au quart d'heure. Est-ce que ça ne peut pas déboucher voilà, ce genre de réflexion sur un social qui reprend forme? Mais du coup, la question que ça pose, c'est, tu relevais tout à l'heure le fait que l'architecture influence la création. Donc l'architecture au sens large, de quelle architecture on aurait besoin pour que le social puisse reprendre forme dans la proximité? Parce que moi, je pense que tu vois, le grand défaut de la modernité et peut-être de la période après la Deuxième Guerre mondiale, plus particulièrement, où on a introduit le fonctionnalisme en premier. C'est-à-dire qu'on a considéré, si tu veux, qu'il y avait une urgence, sûrement elle existait, il fallait reconstruire, loger, il fallait donc travailler et autres, et on a tout fait de manière fonctionnelle. Et on s'aperçoit que voilà, le fonctionnel, y compris pour l'environnement, ça ne produit qu'une forme technique, ça ne produit qu'une forme, on pourrait dire, coercitive. Ça produit une forme qui va à l'essentiel de ce que la technique doit produire. Et moi, je crois que là, justement, on est dans une époque formidable parce que les certitudes s'effondrent et peut-être même que les moyens disparaîtront ou que le politique a montré ses limites de vouloir organiser seul la société par délégation. Et moi, je pense qu'il y a une deuxième couche qu'on pourrait apporter sur les drames que l'on est en train de vivre aujourd'hui, mais y compris même les drames de la santé, les drames de l'éducation, les drames du chômage. Qu'est-ce que c'est que ce temps perdu que le chômage donc, pourrait offrir? Peut-être que quand on parle du salaire universel, on dit que ce n'est pas possible, mais le chômage, il est nécessaire pour l'économie, elle gagne de l'argent parce qu'elle met les gens au chômage, mais elle sait aussi que pour des raisons voilà, de sécurité nationale, il faut donc permettre aux gens d'avoir un revenu.
Donc, pourquoi le chômage est accepté et le revenu universel ne l'est pas? Pourquoi, éventuellement, chez certaines couches sociales, on autorise l'expérimentation et chez les conditions modestes, on n'autorise pas? Pourquoi un tel mépris pour les cultures qui sont portées par les populations étrangères, immigrées, voire des populations même âgées? Pourquoi on ne travaille pas sur la vieillesse comme détentrice d'un grand savoir et tout? Et donc, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis, réinventons la commande, parce que c'est ça la question. C'est qu'on a une commande qui est modélisée, une commande qui est fonctionnalisée, on peut tenter de l'embellir, mais on a peut-être une commande qui ne correspond plus au désir. Donc, quand tu réinventes la commande, tu réintroduis le désir de participer à la commande et éventuellement de te coller à cette réalité. Et quelle cette commande qui n'a pas de modèle, quelle forme a-t-elle, cette commande? Parce qu'en effet, un logement social, on sait ce que c'est 2 chambres, 3 chambres, une chambre, je sais pas quoi, une cuisine, machin et tout. Bon, ben voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'une communauté habitante? Peut-être une communauté habitante, et on le voit d'ailleurs chez les gens issus de conditions aisées qui pensent qu'il faut des lieux communs, par exemple. Pourquoi eux, ils y ont droit d'avoir des lieux communs? Pourquoi ils ont le droit ils ont le droit de travailler chez eux, par exemple? Les gens les plus modestes n'ont pas le droit de travailler chez eux. Nous, en France, quelqu'un dans un logement social, il ne peut pas mettre le siège social de son auto-entreprise qu'il a créé parce qu'il n'a pas d'emploi, par exemple. Il ne pourrait pas occuper un logement vide pour y tenir une activité commerciale. Et donc, il faut réintroduire la liberté, car la liberté produit des formes. Il faut réintroduire l'imagination, et le peuple est imaginaire. Contrairement à ce qu'on croit, il y a une imagination populaire qui existe. On le voit bien dans les crises et tout, comment les gens savent reconstruire, réparer et autres. Et il y a peut-être dans la pauvreté, mais pas au sens de la misère, mais dans la pauvreté, il y a peut-être une culture de la frugalité que des gens auraient naturellement, hein, que le monde rural avait, que le monde ouvrier avait et tout, et que le monde consommateur dans lequel on nous a mis n'a plus, il ne fait que dépenser et réclamer des choses auxquelles d'ailleurs des fois il n'a même pas accès parce qu'il n'a pas assez d'argent. Alors moi je crois que quand tu réintroduis la liberté, la confiance, l'autorisation de te tromper, parce que ceux qui nous ont précédés sont quand même largement trompés aussi, donc l'autorisation de se tromper et de mettre en route, non pas par des idées qui sont émises par des revendications, mais de remettre en route un travail commun. Parce que moi, je pense que dans le travail, il y a, dans l'activité, on va appeler ça l'activité, l'homme est fait pour être un actif. Il transforme le monde tous les jours pour se nourrir et pour le plaisir. Il transforme le monde pour montrer ce qu'il sait faire. Donc, il faut réintroduire ce plaisir de faire, ce désir de montrer ce que tu sais faire et éventuellement ce désir de partager, voire ce désir de vivre avec l'autre, parce qu'il y a un grand désir de vivre avec l'autre. Tu le vois même au moment des vacances et autres, les gens adorent se réunir, adorent... Pourquoi la vie quotidienne n'est pas comme ça? Alors, ça produit de la forme, ça produit une forme inattendue, d'ailleurs qui n'est pas prête à être critiquée. Enfin, les gens disent, mais je sais pas, c'est pas propre, c'est pas droit, c'est pas organisé, c'est pas pérenne, mais c'est parce qu'on n'est pas prêt à ça. Mais en fin de compte, après, tu peux dire, bah, rien n'est propre, rien n'est pérenne, rien n'est organisé, il n'y a jamais eu un désordre aussi grand depuis le temps qu'on a mis en place des règlements. Si les règlements arrivent à mettre une harmonie, une harmonie qui m'intéresse que l'ordre, ben on dirait les règlements, c'est formidable. Il n'y a pas pire désordre qu'un règlement, et il n'y a pas pire déresponsabilisation que l'application d'un règlement. Donc, de toute façon, moi j'en ai la démonstration à chaque fois, moi-même, je suis surpris. Donc, ça veut dire que je suis surpris, et je suis surpris d'ailleurs par une forme qui me nourrit. La fois d'après, c'est pour ça que dans mon travail sur le long terme, les gens disaient, il n'y a pas de colonne vertébrale, il fait n'importe quoi. Oui, je fais n'importe quoi, mais ce n'importe quoi fait un tout. Moi, je pense qu'on devrait revendiquer, de plus souvent passer à l'acte, justement, sans forme a priori. L'art n'a pas de forme a priori. L'art produit sa forme quand l'œuvre est finie, mais quand le travail artistique est fini, ce n'est pas toujours une œuvre. Il n'y a pas de forme a priori. Le dessin n'est qu'un moyen de transmission. Le dessin, pour les architectes, ne doit pas être le document d'exécution de la forme. Il est un moyen d'illustrer une forme possible. Mais la construction est plus forte que le dessin.
Voilà, donc, moi, je crois que je suis d'accord avec toi, de toute façon, mais il faudrait qu'on arrive à le démontrer dans sa diversité des personnes, que tu es, que je suis, que d'autres sont, et tout, et on devrait ouvrir comme ça un grand chantier européen. D'ailleurs, peut-être que c'est ça le problème, c'est qu'on devrait se dire, mais l'Europe est un continent formidable, qui appartient à une culture commune, occidentale, avec une diversité comme aucun continent n'a, avec une liberté comme aucun continent n'a, et l'Europe, d'ailleurs, si on voyage, on voit bien que l'Europe est très diverse. Et pourquoi me mettre cette monotonie, toutes les villes se ressemblent, tous les commerces se ressemblent, c'est pas possible. Écoute, c'est juste pour rebondir. Oui, vas-y. La discussion, tu relevais l'importance du droit tout à l'heure. Est-ce que le droit, ce n'est pas aussi un problème par rapport à ce dont on est en train de discuter? C'est-à-dire qu'on est dans une société extrêmement normée au niveau de la construction, et très vite, une innovation se heurte ou quelque chose d'un peu différent à une espèce de normalisation qui souvent est ancrée juridiquement dans des règlements d'urbanisme ou autres. J'entends, ça peut être toute une foule d'autres règlements. Et comment finalement, comment arriver à ces fins? Moi, je partage tout à fait ta vision compte tenu de ce carcan dans lequel on est. D'abord parce que dans le droit, il y a beaucoup de choses, et puis il y a la loi. Avant, il y avait les usages, les coutumes, et les sociétés avancées, développées, les sociétés démocratiques. On considérait que quand même, il fallait une loi commune, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. Mais contrairement à ce qu'on croit, d'abord, la loi, ce n'est pas le règlement, et la loi générale, la loi naturelle, elle est issue d'une pensée humaine, et le règlement, pas toujours. Et donc, il faut revenir à la loi. Et d'ailleurs, tu le vois dans le code pénal, quand il y a un événement, pourtant, voilà, que tout le monde sait, mettons, un criminel, c'est un criminel, donc il a tué et tout. Ça n'empêche qu'il y a crime, mais il y a jugement. Et le jugement, c'est plus important que la peine. C'est parce qu'il y a jugement que la société entend comment le crime a été perpétré et comment éventuellement le crime a été peut-être généré par un comportement social, par un malheur social et autres. Donc, il faut refaire à chaque fois le jugement d'un acte aussi simple que de tuer, et s'installe à ce moment-là une éducation, on pourrait dire, au niveau des gens qui entendent, parce que voilà, le jugement est quand même ouvert au public. Et ensuite, la peine, c'est secondaire. Si tu veux, la peine, elle est déjà faite. On pourrait dire que c'est pour ça que moi je suis contre les prisons. Mais la peine, elle est déjà faite d'avoir été jugée devant le public, d'avoir montré aux autres que quand on fait ça, eh ben, on risque ça, si tu veux, que ça suffit. Alors, on pourrait le faire pour l'architecture. Comment se fait-il, si tu veux, que l'architecture, qui est un art le plus populaire qui soit, tout le monde habite, tout le monde a bricolé, tout le monde a un désir d'habiter, tout le monde, même le plus pauvre, le migrant et tout, la première chose qu'il fait, il construit. Donc, il sait ce que c'est que de mettre à l'abri, même s'il a peu de moyens et tout. Donc, il faudrait à un moment donné revenir à la loi générale et voir, admettons, si elle est applicable à tout. C'est ce que je fais dans la preuve par 7. Alors, par exemple, je vais en prendre un qui pourrait être peut-être le plus explicite. Pourquoi le réemploi est-il interdit? Parce que les compagnies d'assurance ne veulent pas qu'on réutilise un matériau qui a déjà été monté, redémonté, voire qui n'est pas normé, comme la compagnie d'assurance. Mais pour quelqu'un qui fait, disons, qui est un architecte des monuments historiques, le réemploi est obligatoire, voire même utiliser un matériau non normé, comme une pierre naturelle qui a servi au XIe siècle à construire une église, on ne sait pas quelle norme elle a. Elle a la norme de l'histoire. On voit bien qu'elle a permis de tenir le temps. Et donc, on obligera cette personne, qui est l'architecte en chef, d'utiliser une pierre qu'il ira chercher dans une carrière. Et peut-être que lui, il ne sait même pas comment l'extraire. C'est pour ça que des fois, on voit des restaurations avec des pierres qui verdissent parce qu'il n'a pas su trouver le bon lit de la pierre. Il y avait un savoir autre que simplement prendre de la pierre. Et pourquoi quelqu'un qui prendrait un bloc en béton ou un parpaing ou une fenêtre d'un logement social démoli pour le reconstruire autrement, lui, c'est interdit. Là, il faut donc mettre une jurisprudence en place en disant
si on est dans une même république, une même démocratie, pourquoi pour l'un c'est autorisé, pour l'autre ça ne l'est pas, et pourquoi l'un a le droit d'expérimenter, moi je ne l'ai pas. Donc moi je fais tout le temps des comparaisons qui réintroduisent la vie, tu vois, dans la loi. Parce que si la loi n'est pas tout le temps nourrie par une jurisprudence, elle n'est pas une loi humaine, elle est une loi technique, si tu veux. Il faut donc tout le temps la ramener avec un cas. Alors, c'est difficile, mais c'est pour ça que j'ai travaillé pour des gens plutôt de culture au début et plutôt pour des gens qui n'avaient pas d'argent, parce que le critère premier, c'était l'argent. On n'a pas d'argent. Ou éventuellement, ça nous suffit. Pour notre travail, ça nous suffit. Et donc, on pourrait tout à fait envisager, tu vois, que, je ne sais pas, mettons le chauffage, la température pourrait être remis en cause. Aucun ouvrier du bâtiment n'exerce son métier dans une architecture confortable. Aucun. Ça veut dire que les personnes qui construisent nos maisons travaillent dans le froid. Et pourquoi, enfin, j'ai déjà fait ça, pourquoi on peut, certains métiers, l'agriculture, les marchés forains, on a le droit de travailler dans le froid, et pourquoi nous, on n'a pas le droit d'avoir des bâtiments chauds et des bâtiments froids, ou avoir des bâtiments froids qui protègent des bâtiments chauds comme un tampon thermique. On n'a pas le droit. Alors, si tu fais une réhabilitation et que tu n'as pas d'argent, que c'est une usine et tout, tu dis, bon, bah, comme il n'a pas d'argent, comme de toute façon l'usine, on la démolira, et comme la personne qui l'occupe s'en contente, on accepte de construire comme ça. Et même, on dit, moi, on parle de moi, il ne fait que de l'éphémère. On aura le temps d'y revenir. Il y a des choses que j'ai faites qui étaient dans des réglementations éphémères qui sont devenues pérennes. Il y a des bâtiments qui sont construits à côté de moi, quand je faisais de l'éphémère, qui ont déjà été démolis, même des tours entières. Donc, il faut tout le temps réintroduire cette absurdité. Pourquoi un comportement pour ça et pas pour ça? Et pourquoi éventuellement, on aime bien des fois des choses qui n'ont pas de confort. On aime bien passer des vacances en changeant de confort. On aime bien aller voir des constructions qui sont faites quand même par des gens qui ont une culture ancestrale, qui sont peut-être même d'ailleurs nos ouvriers. Tu vois, je veux dire, la terre crue, voilà, ça s'est pas fait dans des laboratoires suisses et français. La terre crue, c'est fait en Afrique, quoi, entre autres. Alors, moi, c'est pas que je veux changer le monde, mais si tous, dans chaque acte, on mettait un grain de sable, juste une fois, on dit, voilà, il y a 99 choses, on n'y arrivera pas, mais il y a un, on peut y arriver. Et donc, ce un, ce que j'ai tout le temps, le petit est contenu dans le grand. Si une fois tu as fait, tu as montré à un maire, montré à un entrepreneur, montré à un assureur, montré à un habitant, ben c'est un pas vers un autre monde. Donc, moi, moi, j'ai jamais eu de contentieux avec mon assurance. Au début, les assureurs, ils ne voulaient pas m'assurer. Je m'assurais en Angleterre. La MAF en France ne voulait pas m'assurer, la mutuelle des architectes. Et puis, quand ils ont vu que je n'avais pas de contentieux, je payais plus cher, pas de contentieux, ils m'ont dit, en fin de compte, on aimerait bien vous prendre. Parce que ce que je fais, c'est normal qu'il n'y ait pas de contentieux, parce que je rends tout le monde responsable. Alors que tu sais très bien que quand tu fais un truc réglementaire, même s'il y a un sinistre, on est aussi tous responsables. Tous pour un pourcentage. Donc moi, je suis rendu responsable avant. Je pense qu'il faudrait faire une architecture, tu vois, libre, qui serait jugée a posteriori et non pas a priori par le règlement. Tu connais la loi, tu prends tu as un couteau sur toi, tu ne tues pas ton voisin. Si tu le tues, tu es un criminel. Et on n'interdit pas les couteaux parce que les mecs tuent avec des couteaux. Sauf maintenant dans les avions. Enfin, ça vaut un problème. Parce que tu te rends compte que moi, mon petit-fils, il est à l'école à Marseille, comme ils se battent pendant les cantines, il n'y a plus de couteaux. Alors, maintenant, il faut qu'ils mangent tous mous. Ça va même influencer la bouffe. Et comme il n'y a pas de couteau, et que dans cette école, il y a des leaders, ils volent les cuillères, ils les liment et ils font des poignards. C'est-à-dire que la cuillère est plus dangereuse que le couteau. Ouais. Merci Patrick pour ces réflexions. Catherine, est-ce qu'on a des questions ou des remarques de gens qui nous écoutent à distance? Oui, on a des questions sur le label haute qualité de vie, haute qualité humaine. Patrick, est-ce que vous pouvez développer un peu ce que vous avez partagé dans notre exposé? Qui le décerne? Comment ça marche? Est-ce qu'il s'applique uniquement au logement social? Voilà les questions qu'on a. Alors déjà, je déteste les acronymes. Donc, c'est en général réservé aux professionnels pour avoir un droit d'isolement et d'éloigner toute personne. Donc, quand est arrivé le label HQE, je trouvais ça tellement laid, le HQE,
que j'ai voulu savoir ce que c'était et j'ai vu que c'était haute qualité environnementale. Donc, j'ai dit, tiens, dans tous mes descriptifs, je vais mettre le H. Et donc, à chaque fois, on m'écrivait en me disant, vous êtes trompé, c'est pas un H, c'est un E. Donc, je dis, mais non, pour moi, c'est volontairement un H. Parce que le E vient après le H, parce que l'environnement vient après l'harmonie qui nous permet de vivre ensemble. Donc, déjà, c'était de dire, arrêtons de parler avec des acronymes, des classements qui ne veulent plus rien dire. Et on les répète, on se gargarise avec ça. La première règle, elle était de dire, c'est incompréhensible. Et ensuite, c'était de dire, alors, si vous voulez une architecture de haute qualité humaine, comme en France, on a ce qu'on appelle des appels d'offres pour désigner des entreprises au moment donc d'un marché. On fait un projet, on cherche un entrepreneur qui va répondre au bon prix, alors on dit au mieux disant, au bon prix pour pouvoir faire le marché. Moi, j'avais dit, est-ce qu'on pourrait inclure dans les critères d'attribution des marchés, un qui est totalement interdit avec l'Europe, on pourrait dire un entrepreneur proche du chantier, pour que éventuellement on soit plus près de l'atelier qui produit. On a dit non, il faut la concurrence européenne, et le mieux disant, ça peut être un Italien du Sud et tout. Je dis, bah, d'accord, sur le plan écologique, c'est bon, on l'a moins cher pour ce chantier, mais lui, il produit en fin de compte une pollution qui va coûter cher à la société. Donc, je me suis battu très longtemps sur le local. Aujourd'hui, c'est un mot trop utilisé, mais déjà à l'époque, je l'utilisais beaucoup. Et l'autre, je disais, est-ce qu'on peut, avant d'attribuer un marché à une entreprise, aller la visiter. Allez la visiter. Vous voyez, on attribue des marchés, on ne sait même pas où est l'entreprise, on ne sait même pas si elle existe d'ailleurs, parce que quelquefois, ils embauchent des intérimaires que quand ils ont le marché. Ils répondent à des appels d'offres, après, soit ils sous-traitent, ils donnent à des entreprises sous-traitantes en donnant un prix, en leur serrant le kiki, comme on dit, en les mettant des fois en difficulté, voire des fois, ils embauchent des intérims, donc ils n'ont pas les compétences en interne. Alors j'ai dit, est-ce qu'on peut aller les voir? Là, vous ne pouvez pas savoir ce que ça a fait. Emmener des élus d'une commission d'attribution des marchés, se promener dans la collectivité pour aller voir une entreprise, y compris voir les conditions de travail, les conditions de stockage et de travail, est-ce que ça pourrait pas être un critère? L'harmonie, je ne sais pas quoi, le comité d'entreprise, le syndicat, je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai commencé à introduire une qualité sur, on pourrait dire, le comportement d'une entreprise face aux ouvriers qui vont venir travailler sur le chantier. Et l'autre, c'était de dire, eh ben, moi, je prendrais dans tous mes chantiers un lot, ça s'appelle un lot, je l'appelais le 13e lot. Les 12 premiers, c'est des métiers classiques. Le 13e, c'est la haute qualité humaine. Et donc, avec ce petit lot, je construisais un local commun à tout le monde. Plutôt que d'avoir une cité de chantier qui est pour les entreprises, pour les maîtres d'œuvre, pour les organismes de contrôle, j'en faisais un projet, puisque les ouvriers du bâtiment vont donc vivre pendant 18 mois dans ce local. Pourquoi on ne construirait pas pour eux la cité de chantier? Vous voyez, pourquoi on construit pour des gens qui vont venir au théâtre, mais pas pour eux. Et donc, je faisais un très beau projet de récupération que toutes les entreprises m'amenaient, ce qu'ils ne voulaient plus, ce qu'ils avaient chez eux, le container machin, la fenêtre refusée et tout. Et je faisais une architecture totalement inattendue pour qu'il y ait une beauté réalisée avec des moyens réunis pour des ouvriers qui allaient travailler 18 mois là-dedans. Et très souvent, ça a commencé avec le lieu unique, c'est ce lieu qui a introduit le café. Parce que comme il y a eu pendant 18 mois un café devant le chantier du lieu unique, où tous les habitants de Nantes venaient dans ce café, c'est ça qui a dit, en fin de compte, la première chose qu'on verra quand on rentrera dans le lieu unique, c'est un café et non pas un poste d'accueil avec une hôtesse et un agent de sécurité. Et donc, comme quoi, la haute qualité humaine, elle est même dans le fait de dire, est-ce que je peux dire bonjour à tout le monde? Est-ce que je peux connaître les ouvriers par leur nom, et non pas de dire le plombier, l'électricien et tout? Est-ce que je peux connaître leur formation? Est-ce que même je peux demander aux ouvriers de faire la programmation culturelle de la cité de chantier, de faire les repas de la cité de chantier? Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait moins d'accidents. Vous vous rendez compte? Il y a des gens les médecins du travail qui sont venus dire, chez vous, il y a moins d'accidents parce qu'il y a un respect, un repos, une attention qui fait que ce n'est pas en mettant un casque et une chaussure en métal que vous éviterez
d'accident. Vous éviterez la gravité de l'accident, mais vous n'évitez pas l'accident. Donc, la haute qualité humaine, c'est dès le matin. Bonjour, comment ça va? Et alors, on va rajouter, il faut absolument rajouter dans votre biographie économiste, pionnier de l'économie sociale et solidaire. Ça manque totalement. Parce que moi, je pense que l'économie, elle est sociale et solidaire. Voilà. Et l'autre économie, elle est mercantile. C'est pas pareil. Donc, il y a une économie, le monde est économique. Voilà, c'est un agriculteur, toute la journée, il vit dans une économie naturelle et végétale et animale. Et quelqu'un qui est très pauvre, qui a juste le RSA pour vivre, il est toute la journée dans une dimension économique. Toute la journée, il sait s'il boit un demi ou s'il achète, je ne sais pas quoi, un gâteau, qu'est-ce que ça retirera sur le reste. Et donc, tout le monde, comme tout le monde habite, tout le monde a une grande capacité de gestion économique. Même si tout le monde a un découvert bancaire, ça n'est qu'un mois. On n'en a pas 10 mois de découvert bancaire. Et donc, pour moi, l'économie, c'est très important. Dire à un ouvrier que ce qu'il fait avec son travail, ça vaut tant, c'est très intéressant. Et certains disent, je ne pensais pas que je produisais autant de richesses. Et même de dire, je vais le faire autrement pour éventuellement qu'on voit la richesse sociale, comme je disais tout à l'heure, dans mon travail. Donc pour moi, l'économie, elle est au centre de tout. L'attention, l'économie, la confiance est au centre de tout. Elle est donc sociale et solidaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Catherine, ou des choses qui sont sorties? Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça passionnant, qui du coup vont voir votre site et retrouver un petit peu aussi, on a vu pas mal d'interviews que vous avez données ces dernières années autour de ces travaux, de ces convictions qui sont très fortes et de toutes vos idées. Donc, c'est plutôt des bravos et des encouragements, des félicitations des étudiants. Moi, j'ai encore une question, Patrick, une chose qui m'intrigue. Je ne sais pas si je suis d'accord ou pas avec vous. Tu as dit tout à l'heure, l'écologie produit une architecture moche. Oui, mais so what? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que ça pourrait changer? Par rapport à notre enjeu de la proximité, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, moi, j'ai plein de questions là, qui me viennent par rapport à ça. Je pourrais partager dans une certaine mesure le constat, mais j'aimerais t'entendre un peu plus là-dessus. Bon, mettons, moi, je pense que tu vois, le panneau solaire, par exemple, le panneau solaire, c'est un panneau. Et donc, l'architecture est faite d'éléments plans, on pourrait dire. Donc, on pourrait quand même se poser la question, pourquoi il fallait construire une maison et poser un panneau sur la toiture dont l'angle du panneau solaire n'était pas exactement l'angle de la toiture. Alors, soit c'est au centimètre près, au degré près, qu'on capte, ce qui est complètement faux, que j'ai fait des essais, c'est pas si précis que ça, si tu veux. Et les toitures, elles ont été faites dans tous les pays pour être conformes au poids de la neige, à l'intensité de la pluie, voire même dans certains pays, les toitures plates pour être plus étanches à la chaleur, parce qu'elles étaient en terre ou plantées. Alors on aurait pu dire, tiens, le panneau solaire, au lieu de l'avoir conçu dans un coin, comme ça, technique, et de l'obliger, disons, de le conseiller, pas de l'obliger, de le conseiller, de le mettre comme ça, je trouve qu'on n'a pas travaillé sur comment une maison pourrait révéler qu'elle capte le soleil. Parce que c'est beau de capter le soleil, magnifique. Ça veut donc dire que orienter sa maison, orienter sa toiture, regarder le soleil, ça devrait produire, on l'a vu quand même dans l'histoire de l'humanité, voilà, y compris l'adoration du soleil. Donc, pourquoi on a produit un truc aussi beau? L'éolienne, c'est un scandale, l'éolienne. L'éolienne, elle participe en effet à un objet, mais aucun paysagiste, aucun traitement paysager n'intègre ça. C'est un technicien qui soudoie un propriétaire pour mettre une éolienne chez lui, mais il n'y a pas de relation entre voilà, le couloir des vents, les vallons et autres. On pourrait tout à fait placer les éoliennes comme des objets, comme l'étaient les moulins avant d'un autre temps. Pour l'isolation, c'est pareil. Si tu veux mettre l'isolation par l'extérieur, moi je dis tout le temps, c'est aussi bête que de mettre sa chemise sur son pullover. Si tu veux, c'est à un moment donné, tu mets quand même un linge fragile sur ta peau et ce linge,
tu le protèges par quelque chose, puis après, tu le protèges parce que, je sais pas quoi, la pluie est agressive. Donc, on aurait quand même pu inventer autre chose que de mettre quand même sur un voile en béton une laine de roche agrafée dont on ne voit même pas comment elle peut tenir longtemps et mettre devant ça une peau fine. On aurait pu dire, tiens, le sujet, c'est comment pourrait-on isoler, peut-être par l'intérieur, mais en isolant par l'intérieur, on perd de la surface. Comment on rend de la surface autrement, hein, les volets roulants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, j'avais fait un essai un jour de prendre tous les objets dégueulasses de l'environnement, tous ceux que tu achèterais sur un site et tout, et de dire, est-ce qu'avec ça, ça pourrait être un exercice, comment on le réassemble autrement, hein. C'est ça le problème de notre monde, c'est que tout est là, l'argent est là, le savoir est là, la technique est là, et c'est comme si c'était désassemblé. C'est comme si c'était disloqué. Et il n'y a plus cette harmonie de l'assemblage. Je crois que l'imagination, le bricolage, et éventuellement l'expérimentation produirait une architecture écologique contemporaine, magnifique, joyeuse, alors que là, on a une architecture écologique qui est d'une tristesse épouvantable. Et d'ailleurs, le beau ne fait pas partie des critères. Tu vois, quand tu dis, il y a des critères, même dans toutes les campagnes électorales et tout, les mecs qui proposent tout, il n'y a jamais quelqu'un qui parle du beau. Jamais. Et là, on te dit, ah, mais le beau, ça ne se discute pas. Alors, pourquoi les gens savent très bien s'habiller? Pourquoi ils écoutent de la musique, ils savent choisir? Pourquoi, éventuellement, pour ceux qui vont au cinéma ou au théâtre, ils savent choisir? Donc, c'est un mépris. Le beau existe et le peuple est capable du beau. Et peut-être que le peuple, on lui donne tellement de merde que, bon, à la fin, il assomme des merdes. Très bien. Écoutez, on doit excuser nos autres collègues qui étaient retenus dans des réunions. Donc, Luc était là pendant un moment, il est reparti. Carlos Moreno, il est à Dunkerque, à la Fédération nationale justement des urbanistes français. Et Didier et Florence sont dans des soutenances. Vincent, Mathéo, si moi j'ai plus de questions dans le chat, à nouveau plutôt des mots disant que c'était passionnant. On vous remercie d'avoir fait cette halte dans cette station-service. Non, je vais la montrer. Ah Est-ce oui. que vous allez voir ce que c'est qu'un lieu convivial dans une station-service? Mais encore, il n'y avait pas trop de monde. Non, mais ce qui est terrible, vous vous rendez compte que même les spots sont mal placés, même le chauffage est mal placé, même la table sur laquelle je suis mal placée, même la prise. Tout à l'heure, là, j'ai été pris de court parce qu'il n'y avait pas de prise. Donc, tout est disloqué. Allez, à vous. Merci. Merci, Allez, Patrick. Merci, Patrick. On se donne rendez-vous pour la nouvelle date de 2022. C'est le 14 janvier avec Miguel Mayorga et Pia Fontana, qui sont également deux architectes, mais espagnols cette fois, ou catalans plutôt, devrais-je dire. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir intégrés dans votre voyage. Bonne fête de Noël à tous, alors. Au revoir. Bon après-midi. Merci. Merci, Vincent. Merci, Catherine. Au revoir, Mathéo.